On va commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par Mediformation, qui est un organisme de formation qui appartient à Groupe Professions Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes voies d'accès aux études en soins infirmiers pour les aides-soignants et aides-soignantes. On va commencer par se présenter. On est donc deux animateurs avec Monsieur Christian Bornet et moi-même. Moi, je suis Guillaume Lenévaché, je suis responsable des activités formation chez Groupe Professions Santé. À ce titre, je m'occupe de l'organisme de formation Mediformation. Et j'ai été dernièrement responsable de formation dans un hôpital, donc je pourrais notamment vous renseigner sur toute la partie financement. Christian, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, donc Christian Bornet, je suis infirmier de formation et actuellement je suis cadre supérieur de santé dans un établissement public. Donc au niveau du programme du webinaire, on va déjà discuter de la question de est-ce qu'il existe une VAE, une validation des acquis d'expérience pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier. Ensuite, on va explorer les deux voies d'accès pour un aide-soignant pour rentrer en IFSI, en Institut de formation en soins infirmiers. Il y a la voie classique. Et depuis un arrêté de l'année dernière, qui va être mis en place pour la rentrée de septembre 2024, dans certains IFSI seulement, un nouveau parcours, un parcours spécifique qui permet aux aides-soignants qui se lancent dans ce parcours d'intégrer directement un IFSI en deuxième année. Ensuite, on va parler de la préparation au concours, du financement de la formation. Et ensuite, on va laisser un grand temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour que vous puissiez nous poser vos questions et qu'on puisse y répondre. On va commencer par un schéma. Donc, vous êtes un aide-soignant, une aide-soignante. Alors, petite précision, tous les termes qu'on va utiliser, qui seront utilisés soit au masculin, soit au féminin, valent à la fois pour le masculin et pour le féminin, mais c'est plus simple pour ne pas alourdir le propos. On ne va pas à chaque fois prononcer aide-soignant, aide-soignante, infirmier, infirmière. Voilà, tout simplement une petite précision. Donc, vous êtes un aide-soignant et vous voulez accéder au diplôme d'état d'infirmier. Est-ce que c'est possible d'obtenir le diplôme par la VAE? Pour rappel, la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est une expérience qui vous permet d'obtenir un diplôme en simplement prouvant que vous avez acquis dans votre expérience professionnelle les compétences qui constituent le référentiel du diplôme. Alors, on va répondre à la question tout de suite, même si on va détailler un petit peu par la suite. Il n'existe aujourd'hui pas la possibilité d'obtenir le diplôme d'état infirmier par la VAE. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, la seule solution pour accéder au diplôme d'état infirmier, c'est de passer par un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers, qui normalement se déroule en 3 années. Et pour un aide-soignant, avant de rentrer en IFSI, on passe un concours qui s'appelle le concours réservé à la formation professionnelle continue. Et par le biais de ce concours, par la voie classique, on accède en première année d'IFSI. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'année dernière, il existe un nouveau parcours qui permet, après avoir exécuté une formation de 3 mois dans un IFSI, de rentrer directement en deuxième année et pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier. La première information qu'on peut vous donner, c'est qu'il faut tout de même passer par la voie du concours. Comme si vous vous apprêtez à rentrer en première année d'IFSI, il faut quand même passer le concours réservé à la formation professionnelle continue. Donc, je reviens sur la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, la VAE elle se développe dans le secteur sanitaire et médico-social depuis plusieurs années. Le secteur a été un petit peu en retard par rapport à d'autres secteurs de la formation professionnelle, mais aujourd'hui sont accessibles par la VAE à la fois le diplôme d'état d'aide-soignant, le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, le diplôme professionnel préparateur en pharmacie, le diplôme d'état d'ergothérapeute et le diplôme d'état d'infirmier de bloc opératoire. La VAE, c'est simple, on se rend dans un processus qui consiste à renseigner un dossier et à lister les compétences qu'on a pu acquérir dans sa pratique professionnelle et dans son expérience professionnelle. Et le but, c'est d'arriver à démontrer qu'on maîtrise les compétences qui sont associées à un diplôme. Je vous l'ai dit, la VAE n'est pas disponible pour accéder au diplôme d'état d'infirmier. Alors, il y a eu plusieurs discussions sur ce point. La raison principale qui ne permet pas de passer par la VAE, c'est de dire que la profession d'infirmier, c'est une profession réglementée et qu'il y a des actes qui sont réservés aux infirmiers dans un hôpital. Considérer qu'on puisse acquérir les compétences d'un infirmier par son expérience professionnelle, mais sans être soi-même infirmier, ça voudrait reconnaître le fait qu'il
des professionnels de santé soignants, que ce soit des aides-soignants ou autres, font au quotidien des actes qui sont normalement réservés aux infirmiers et qui sont réservés à la profession infirmier. C'est la principale raison qui, aujourd'hui, ne permet pas de tenir le diplôme d'état d'infirmier quand on n'est pas soi-même déjà infirmier. Voilà. Alors, il est possible peut-être que ça évolue, à voir, parce que je vous dis, aujourd'hui, c'est discuté, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de pénurie au niveau des infirmiers dans les établissements hospitaliers. C'est pour ça que le parcours spécifique a été mis en place, notamment. Mais pour l'instant, c'est clair et net, la VAE, ce n'est pas possible pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier. Donc, je vous l'ai dit, pour obtenir le diplôme, on est obligé de passer par un institut de soins, de formation de soins infirmiers. Et donc, en tant qu'aide-soignant, pour rentrer dans un IFSI, il vous faut passer un concours. Le concours, alors je ne sais pas si Christian va préciser un petit peu plus parce qu'il a plus l'habitude que moi à ce niveau-là, mais le concours d'entrée se constitue de deux épreuves d'admissibilité d'abord et ensuite une épreuve d'admission. L'admissibilité, c'est un écrit, c'est une épreuve Oui. écrite. Pardon, vous voulez parler, Christian? Non, 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 tout à fait, oui. Et donc, il y a déjà une première sélection qui est effectuée au niveau de cette épreuve d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine note pour pouvoir être convié à l'épreuve d'admission. L'épreuve d'admission, c'est un entretien de 30 minutes, donc c'est un oral avec un jury qui va apprécier votre aptitude à suivre la formation, vos motivations, votre projet professionnel. Le concours, il est quand même sélectif, parce que la première chose, c'est qu'il n'y a qu'un certain nombre de places qui sont réservées dans les IFSI aux candidats de la formation professionnelle continue. En moyenne, c'est à peu près 25%. Et ensuite, c'est un concours, ce n'est pas un examen. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'obtenir la moyenne à l'épreuve, c'est qu'il faut être parmi les mieux classés des candidats qui passent le concours avec vous par rapport au nombre de places qui sont disponibles dans l'institut de formation, tout simplement. Au niveau des statistiques de réussite, alors c'est difficile à savoir, c'est difficile à connaître. Le dernier chiffre que j'ai réussi à avoir, c'est un chiffre qui date de 2021. Et on estime que la réussite en moyenne au niveau national en France, elle se monte à 27%. Mais après, ça va dépendre des différents IFSI, des différents instituts de formation, puisqu'il y en a certains qui sont très demandés et qui vont avoir un nombre de places limité. Donc le pourcentage va forcément baisser par rapport au nombre de candidats qui vont passer le concours avec vous. D'autres sont moins demandés, donc sont réputés, entre guillemets, plus faciles pour y entrer. Mais ça reste quand même une épreuve sélective. Ça, il ne faut pas se faire de doute là-dessus. C'est voilà, quand même un passage important et qui demande de la préparation. Oui, à la fois la préparation, bien sûr, hein, sur la partie écrite, hein, comme vous le disiez, je dirais sur l'épreuve culture générale. Alors, il y a deux choses hein, sur l'épreuve de culture générale. Il y a d'une part le contenu, je vais dire, hein, sur différents thèmes sanitaires et sociaux. Et puis, quand même aussi regarder la maîtrise hein, je dirais de l'écrit. Voilà, plutôt sur la forme. Et puis après, sur la partie plutôt des exercices concernant les capacités de logique, d'abstraction, de concentration. Ça peut être des études de mini-problèmes où là, généralement, je dirais en maîtrisant, je dirais tout simplement les bases de calcul, multiplication, division, règle de 3, je dirais ça se résout assez facilement. Et puis, dernier point, sur l'épreuve d'admission, je rajouterais que ce qu'il est vraiment attendu, c'est vraiment une analyse. Voilà, souvent, je vois dans les concours, voilà, des personnes arrivent avec voilà, leur motivation, qui se témoigne généralement par je suis motivé. Mais ce que le jury attend, c'est vraiment une argumentation du projet professionnel. Oui, ce qu'il faut, c'est faire la différence par rapport aux autres candidats pour finalement être sélectionné et donner des raisons d'être sélectionné par rapport aux autres. Juste un point, c'est les conditions pour pouvoir prétendre au concours d'entrée en IFSI pour un aide-soignant, c'est d'avoir 3 ans d'ancienneté.
Donc, vous avez cette voie classique, comme on dit, et qui vous permet de rentrer en première année d'IPSI pour finalement effectuer les 3 années de formation, c'est-à-dire passer un total de 36 mois en formation. Et vous avez le parcours spécifique. Le parcours spécifique, je vous l'ai dit, va être appliqué, a déjà été appliqué dans les IPSI qui avaient des rentrées décalées au mois de février 2024, mais a priori, il n'y a pas beaucoup eu de demandes, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, finalement, la véritable mise en place de parcours spécifiques, ça va être pour la rentrée de septembre 2024. Donc là, vous avez une sélection, hein, évidemment. Vous partez, je l'ai dit tout à l'heure, pour une formation de 3 mois qui précède votre entrée effective dans l'institut de formation, de 420 heures, 245 heures théoriques, 175 heures de stage. Vous entrez directement en deuxième année d'IPSI. Et donc, au total, si vous comptez les 24 mois, les 2 années d'études en IPSI, plus la formation de 3 mois, vous avez une formation qui dure 27 mois. Donc, vous gagnez quand même 9 mois par rapport au parcours classique. C'est un quart du durée totale de la formation, ce n'est pas négligeable. Mais vous le voyez, et je vous l'ai dit, c'est une sélection. Donc, il faut déjà répondre à des conditions d'éligibilité pour prétendre au parcours spécifique. La première, c'est d'exercer des fonctions d'aide-soignant à temps plein depuis au moins 3 ans lors des 5 dernières années, dans des conditions d'exercice variées. Donc, vous avez vu que par rapport au parcours classique où on demandait simplement une ancienneté de 3 ans, là, c'est un petit peu plus sélectif parce qu'on demande une activité d'aide-soignant à temps plein de 3 ans lors des 5 dernières années. Les conditions d'exercice variées, ça veut dire que vous pouvez effectuer votre profession d'aide-soignant dans différents établissements. Vous n'êtes pas obligé d'avoir effectué vos 3 ans dans le même établissement. Donc ça, c'est la première condition d'éligibilité. La deuxième, c'est qu'il faut formaliser votre engagement. Par rapport aux documents qui ont été publiés dans la mise en place de ce parcours spécifique, on insiste beaucoup sur ce point, on base beaucoup sur le fait que l'aide-soignant qui se lance dans ce parcours spécifique doit être volontaire, doit procéder par un engagement par écrit et doit être surtout informé des exigences du parcours. Le parcours et la réussite dans le parcours va demander un travail personnel important, que ce soit avant de rentrer en IPSI et une fois arrivé en IPSI. C'est notamment, il y a une réaction du syndicat national des infirmiers qui disait que les aides-soignants qui passeraient par ce parcours spécifique risquent d'être un petit peu dépassés en arrivant en IPSI par rapport aux étudiants qui ont suivi le parcours classique et qui ont véritablement effectué la première année d'IPSI, et que ça demanderait donc un petit travail d'adaptation en deuxième année pour, entre guillemets, rattraper le retard qu'ils pourraient avoir par rapport aux autres étudiants. Donc là-dessus, il faut être conscient du fait que se lancer dans ce parcours spécifique va vous demander un investissement important, que ce soit avant d'entrer en IPSI ou même une fois rentré en IPSI. La troisième condition, c'est qu'il faut être soutenu et financé par son employeur. Vous allez le voir parce qu'on va détailler tout à l'heure les différentes étapes du parcours, mais il faut être soutenu par son employeur pour suivre le dispositif. La première raison, c'est que l'employeur participe avec l'IPSI à la sélection des aides-soignants qui, pour lui, ont le potentiel pour effectuer cette formation accélérée. Donc, tout au long du parcours spécifique, il y aura une collaboration entre certaines personnes de votre établissement, que ce soit votre cadre, que ce soit la cadre supérieure, que ce soit, on le verra tout à l'heure, un infirmier référent, et des personnes de l'IPSI qui vont vous accompagner tout au long du parcours, mais qui vont commencer en premier lieu par finalement vous évaluer pour savoir si vous avez les possibilités et les capacités de vous lancer dans le parcours spécifique. La dernière condition, c'est de réussir le concours d'entrée en IPSI, donc soit la même année de votre entrée en deuxième année, soit l'année précédente, parce qu'une fois qu'on a réussi le concours de la formation professionnelle continue, on a la possibilité d'effectuer un report sous certaines conditions. Par exemple, vous avez une impossibilité de rentrer en institut de formation dès l'année où vous avez passé votre concours, vous avez la possibilité de faire un report pour une année et de différer finalement votre entrée dans l'institut l'année suivante. Et l'autre condition, la dernière, c'est d'être en possession d'une FGSI, une attestation de formation aux gestes aux soins d'urgence, niveau 2 en cours de validité, ou de s'engager à la réactualiser avant la rentrée en IPSI. Voilà.
Donc, les conditions sont bien définies, sont bien précises. Pour moi, la condition la plus importante, c'est celle de vraiment savoir à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment, il faut s'apprêter à véritablement s'engager et s'investir sur toute la durée du parcours spécifique, et c'est le soutien de l'employeur. Le soutien de l'employeur, on le verra encore tout à l'heure, c'est une condition sine qua non pour moi. Vous ne pouvez pas vous engager dans ce parcours si vous n'en avez pas auparavant discuté dans votre établissement, avec votre cadre, avec la cadre supérieure, avec la direction des soins, avec le service formation aussi. Mais véritablement, il faut que cette condition-là soit sans aucun doute pour que vous puissiez vous lancer dans le parcours. Au niveau des étapes du parcours spécifique, donc on a détaillé le parcours en 8 étapes. On va les voir les unes après les autres, de la candidature jusqu'à l'entrée en deuxième année d'IFSI. La première étape, c'est la candidature. Okay. Donc, se déclarer candidat. Donc, je vous l'ai dit, il faut que vous vous rapprochiez par rapport à votre cadre de votre service, voire le cadre supérieur, puisqu'il est indispensable d'obtenir la validation et le soutien de votre cadre. Le cadre va vous accompagner tout au long de la préparation avant la formation des 3 mois et va vous accompagner aussi par la suite, en plus d'un infirmier qui sera désigné dans votre établissement pour être l'infirmier référent, tout au long des 2 années d'études en IFSI. Ensuite, il faut vous rapprocher de votre employeur. Évidemment, il faut avoir la validation de son employeur pour un départ en formation, parce que je vous rappelle que vous allez quand même être absent pendant 2 années de votre établissement. Pour l'employeur, c'est quand même important, puisqu'il va falloir qu'il trouve un remplaçant pour occuper votre poste pendant que vous êtes en formation. Enfin, ça, c'est des choses habituelles, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un ancien responsable de formation d'un hôpital, mais c'est quand même, pour votre employeur, c'est une décision qu'il doit prendre par rapport à son souhait de privilégier l'évolution professionnelle de son personnel et par rapport aussi, évidemment, au budget dont il dispose pour financer la formation de ses employés. L'employeur peut être le terrain de stage de la formation des 3 mois, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que vous pouvez effectuer les fameuses 175 heures de stage dans la formation des 3 mois dans votre établissement. Il faut juste que vous ne soyez pas dans votre service habituel d'exercice. Et ensuite, il y a un ou une infirmier, infirmière, tuteur, tutrice qui sera désigné dans l'établissement et qui vous accompagnera tout au long du parcours, qui vous accompagnera sur la rédaction des différents livrets qu'il faut rédiger pour pouvoir accéder en IFSI et vous accompagnera tout au long de la 2e et la 3e année de nos études de formation. Ensuite, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de postuler dans un IFSI porteur, c'est le terme qui est défini par l'arrêté qui a été publié, un IFSI porteur de la sélection, c'est-à-dire un IFSI qui va accueillir des aides-soignants dans ce parcours spécifique. Tous les IFSI ne vont pas proposer ce parcours spécifique, en tout cas pas pour la rentrée 2024 de septembre. Il y en a 54 de mémoire. Après, on va voir, c'est difficile de pouvoir dire si d'autres IFSI vont se lancer dans le parcours spécifique. On n'a pas encore assez de recul, mais il est envisageable que d'autres IFSI se mettent à l'accueil d'aides-soignants directement en 2e année pour 2025 et les années suivantes. Et ensuite, en cas de non-sélection, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'IFSI et votre employeur qui va vous évaluer pour savoir s'il vous estime capable de vous lancer dans ce parcours spécifique. En cas de non-sélection, il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous avez réussi le concours, vous pouvez vous tenter le parcours classique dès l'année. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est le concours. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses sur le concours. Simplement, une précision, c'est que généralement, les concours se déroulent en février ou en mars de l'année. On a constaté cette année le fait que les concours aient été plus tôt dans l'année. Je pense que ça a un rapport avec le fait que ce parcours spécifique a été mis en place, puisque traditionnellement, on avait des concours jusqu'à la mi-mars. Et en fait, cette année, on a constaté que dès plus ou moins la fin février, l'ensemble des IFSI avaient déjà organisé leurs concours et il y a peu de concours qui vont se dérouler au mois de mars. Et je rajouterais aussi avec peu de délai entre l'écrit et les épreuves orales.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, vous passez le concours, vous le réussissez, c'est une des conditions, hein, je vous le rappelle. Et ensuite, donc, vous devez vous lancer dans la rédaction et la validation de ce qu'ils appellent la phase 1 du livret. La phase 1 du livret, donc, c'est un document que vous avez à remplir et qui consiste à instruire votre parcours et vos compétences. Vous renseignez votre parcours professionnel, vous renseignez votre parcours de formation, et ensuite vous procédez à une auto-évaluation par rapport aux attendus de fin de première année de formation en soins infirmiers. Alors, c'est un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien vous renseigner et de bien être au clair sur les référentiels de compétences de la profession d'infirmier, la façon dont sont organisées la formation en institut de formation en soins infirmiers, c'est-à-dire les différentes unités d'enseignement, les différentes matières qui sont abordées en première, en deuxième, en troisième année. Tout ça, vous trouvez ça facilement hein, sur Internet, que ce soit les référentiels de compétences ou les référentiels de formation, mais de bien être clair là-dessus, parce que c'est par rapport à ces attendus des référentiels que vous devez vous évaluer, vous auto-évaluer même, pour définir si vous êtes au point sur telle compétence ou que vous avez à travailler la compétence parce que vous ne la maîtrisez pas tout à fait. Donc ça, c'est la première étape, c'est une auto-évaluation. Vous remplissez un dossier par rapport aux différents référentiels de formation. Chose importante, la phase 1 doit être validée par votre cadre. Il est même précisé dans l'arrêté le ou la cadre du service qui est responsable de votre évaluation annuelle. Donc, ça doit être validé. On va voir pourquoi dans la phase suivante. Une fois que vous avez rédigé et que vous avez validé votre livret 1 avec votre cadre, vous passez un entretien. Alors, l'entretien se déroule à l'IFSI avec votre cadre, c'est-à-dire la cadre de service qui est responsable de votre évaluation annuelle, et devant un cadre référent qui a été désigné dans l'IFSI. L'entretien dure à peu près 1 heure. Et donc, vous allez, lors de cet entretien, parcourir votre livret 1, tout le dossier que vous avez rédigé auparavant, et vous allez dialoguer avec le cadre référent de l'IFSI, qui va, au final, exercer une première sélection. On appelle l'entretien de positionnement, mais c'est aussi un entretien de sélection, c'est important. Et l'objectif de l'entretien, c'est de formaliser son admission en préformation, si vous êtes validé, et de proposer les acquis ou les axes de formation du ou de la candidate. C'est-à-dire que par rapport au livret 1 que vous avez enseigné, vont apparaître des compétences que vous maîtrisez parfaitement, sur lesquelles il faudra moins se pencher dans la suite de parcours, des compétences que vous maîtrisez peut-être un petit peu moins, et sur lesquelles il va falloir insister lors des différentes formations, que ce soit la formation de 3 mois, que ce soit les années en IFSI, et surtout dans les stages que vous allez effectuer tout au long du parcours. Donc c'est vraiment un entretien de positionnement, mais je rappelle, hein, c'est important, c'est aussi un entretien de sélection. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore assez de recul, puisque ça va être finalement appliqué à grande échelle qu'à la rentrée 2024. Il est difficile de vous dire aujourd'hui comment va s'exercer la sélection. Là-dessus, je pense que Christian est d'accord avec moi, on n'a pas beaucoup d'informations. Comment les cadres référents de l'IFSI vont décider que va valider votre livret 1 ou ne va pas valider votre livret 1. Là-dessus, on n'a pas beaucoup de recul. Je pense que ça va être au fur et à mesure des différentes promotions que va finalement apparaître un cadre de sélection. Et même, je pense que selon l'IFSI, les conditions de validation ne vont pas être les mêmes. Mais simplement, je pense que l'information importante qu'il faut retenir par rapport au livret 1 et au passage en entretien, c'est vraiment la coopération avec le cadre de votre service. Le cadre de votre service, à mon avis, plus de relations avec les IFSI et les cadres des IFSI, ça a une idée un peu plus précise de à quoi vont s'attendre les cadres référents de l'IFSI. Donc, c'est vraiment un travail en collaboration avec lui ou avec elle. Encore en cas de non-sélection, parce que je vous l'ai dit, il y a une sélection, donc il y a la possibilité de ne pas être validé à ce niveau du livret, de la phase 1 du livret. Vous pouvez intégrer un IFSI en parcours classique, mais pas la même année. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire ce fameux report dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez intégrer l'IFSI en première année, mais seulement l'année d'après.
finalement, vous perdez 1 an. Donc, une fois que vous avez passé ces entretiens et que vous avez été validé, vous partez dans une formation théorique et pratique qui va s'écouler sur 3 mois, une formation de 420 heures, 7 semaines de théorique, 245 heures, 5 semaines de stage, 175 heures. La formation elle est divisée en 5 séquences. Je vous ai mis l'intitulé des séquences et la durée de chaque séquence sur la diapositive. Et elle va se dérouler à partir de mars, au plus tard en avril, jusqu'au mois de juin ou mois de juillet. Donc la formation, elle se fait donc à l'IFSI. Le stage, je l'ai dit tout à l'heure, elle peut s'effectuer dans votre établissement d'origine, mais ce n'est pas une obligation, donc vous avez aussi la possibilité de faire un stage dans un autre établissement. Moi, je pense que le mieux, c'est de rester dans votre établissement d'origine. Je l'ai dit, la simple condition, c'est de ne pas effectuer le stage dans le service où vous exercez habituellement. Et vous avez un programme qui va plus ou moins reprendre les matières principales de la première année d'IFSI, puisque le but, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous arriviez à la fin de ce parcours à avoir à peu près les compétences qu'aurait un étudiant qui sortirait de première année d'IFSI. En tant qu'aide-soignant, la seule compétence que vous n'avez pas à travailler puisqu'elle est déjà validée, c'est la compétence 3. Donc, dans toute la liste des compétences qui sont attendues d'un infirmier, vous avez déjà, vous, validé la compétence 3 par le fait que vous ayez le diplôme d'état d'aide-soignant. Voilà. Donc ensuite, après la formation ou même pendant la formation, vous avez la phase 2 du livret. Donc on repart sur le livret. Tout à l'heure, vous avez fait la phase 1. Vous avez passé l'entretien. Vous avez été validé en entretien. Vous partez en formation. Vous faites la formation de 3 mois. Et en même temps, vous rédigez la phase 2 du livret. La phase 2 du livret, elle consiste à faire le bilan des acquis pendant la formation de 3 mois que vous suivez. Les points forts, les points améliorés. Et vous devez renseigner dans ce livret toutes les situations surtout les situations que vous avez retenues de votre formation pour développer les 5 compétences qui sont ciblées dans le projet. Alors là, c'est pareil. Le contenu de la formation des 3 mois, vous trouvez ça facilement sur Internet. Les compétences qui sont demandées, les compétences ciblées, vous trouvez aussi ça facilement sur Internet. Sur demande, vous pouvez nous envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail tout à l'heure en fin du webinaire. Vous nous demandez ça et nous, on vous envoie les documents sans problème. Et cette formation, la phase 2 du livret, elle sert à préparer la validation des compétences, je vous l'ai dit tout à l'heure, en référence au niveau attendu pour un étudiant en soins infirmiers de fin de première année. Donc, étape suivante, vous repassez un entretien, qu'on appelle l'entretien final, suite à la rédaction de la phase 2 du livret. Vous repassez un entretien. L'entretien, ce coup-ci, se déroule, vous êtes accompagné par l'IDE tuteur-tutrice qui a été désigné dans votre établissement et qui vous accompagne depuis le début du processus et qui vous accompagnera, si vous êtes sélectionné, dans les 2 années d'études en IFSI. Avec le même cadre référent de l'IFSI que vous avez vu au premier entretien et avec le directeur ou la directrice de l'IFSI. Donc, c'est un entretien un petit peu plus formel, un petit peu plus sérieux, puisque là, l'objectif de l'entretien, c'est de valider les compétences que vous avez obtenues, que ce soit dans votre expérience professionnelle antérieure, que ce soit dans la formation de 3 mois que vous avez suivie, et de simplement prouver que vous avez les compétences d'un étudiant qui sortirait de première année d'ici. Donc, on discute de la formation, on discute du stage. Vous avez votre phase 2 du livret qui a été rédigé préalablement avec les situations que vous avez décrites pour prouver que vous avez acquis les compétences 1 à 7 du référentiel IDE. Et à la fin de l'entretien, une décision est prise sur votre entrée ou pas en 2e année en IFSI. Même chose que pour le premier entretien, si vous n'êtes pas validé à l'issue de cet entretien, vous avez la possibilité d'intégrer un IFSI en parcours classique, mais même chose, simplement l'année suivante, pas la même année. Et généralement, cet entretien de phase 2 se déroule au mois de juillet pour une rentrée au mois de septembre. La 8e étape, c'est l'entrée en 2e année d'IFSI. Bon, je ne reviens pas dessus.
Je l'ai dit tout à l'heure, une petite inquiétude des syndicats des infirmiers par rapport aux aides-soignants qui rentreraient directement en deuxième année après avoir suivi ce parcours spécifique, c'est d'être peut-être un petit peu plus perdu sur certaines matières que des étudiants qui auraient suivi la totalité de la première année d'IFSI. Et donc, il faut que vous vous attendiez à avoir à ce moment-là aussi un travail important à effectuer de votre côté pour, entre guillemets, combler le retard que vous pourriez avoir par rapport à des étudiants qui ont suivi la voie classique. Mm. J'ai dit tout à l'heure, donc le concours d'entrée en IFSI, c'est un concours qui est quand même sélectif, puisque les derniers chiffres, c'est 27% de réussite au niveau national. Donc il existe des préparations qui vous accompagnent, qui vous aident pour passer le concours et pour augmenter les chances de réussite au concours. Nous, chez Medi Formation, on propose ce genre de préparation, mais vous avez d'autres organismes qui proposent des préparations de qualité. Les préparations, elles existent, que ce soit en formation présentielle, c'est-à-dire dans un institut de formation, ou à distance. Elles existent avec l'accompagnement par un tuteur ou sans accompagnement par un tuteur. Là, vous allez trouver, si vous souhaitez suivre une préparation pour le concours, vous allez trouver une offre quand même assez large et vous allez forcément trouver une préparation qui vous convient. Le fait de suivre une bonne préparation, ben, ça augmente les chances de réussite, hein, je sais, ça a l'air banal de dire ça, mais c'est vraiment une réalité. Sur plusieurs points. Le premier point, c'est que ben, vous allez passer un concours, c'est-à-dire vous allez passer une épreuve écrite et vous allez passer une épreuve orale. Donc, il y a peut-être, surtout pour une population qui exercerait depuis plusieurs années et qui n'aurait plus l'habitude d'être dans comment dirais-je, un dispositif scolaire, diplôme universitaire, ce genre de choses, c'est toujours bon de se remettre dans l'idée de repartir, passer des concours, être évalué, ce genre de choses. C'est pas évident. Donc, ça peut vous aider sur ce point. Ça peut vous aider pour vous remettre à niveau si vous avez besoin, que ce soit en français ou en mathématiques, hein. Les mathématiques, c'est quand même, pour un infirmier, c'est quand même important, notamment pour tout ce qui peut être calcul de dose, hein, par exemple. Et surtout, vous allez trouver un accompagnement que vous allez trouver encore plus si c'est une préparation avec un tutorat, puisque là, vous allez être suivi par une personne qui est généralement un infirmier ou un cadre de santé, ou voire un cadre de santé formateur en ici, qui va vous accompagner, qui va vous faire travailler, qui va vous faire passer des concours blancs, que ce soit à l'écrit, qui va vous accompagner à l'oral, donc qui va finalement vous suivre et quelque part vous rassurer. Et c'est ce que je dis sur ma diapositive. Suivre une préparation, ça permet de se rassurer, en se faisant accompagner et surtout en identifiant et en travaillant sur les points à améliorer par rapport au passage des épreuves d'admissibilité ou d'admission au concours. Enfin, Christian, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce point. Oui, tout à fait. En tant que tuteur, les retours que j'ai à travers les différents apprenants, hein, sur les différentes préparations que je suis, c'est bien ce point-là, hein, c'est la réassurance, le fait d'avoir je dirais un professionnel aussi de terrain qui peut répondre à des questions des questions tout simplement liées à l'exercice, hein, de cadre, d'infirmier, d'aide-soignant en service, sur les attendus de concours, et puis comme vous le disiez, Guillaume, un petit peu se remettre entre guillemets en selle dans un milieu, je dirais, scolaire, parce que même sur un dispositif en distanciel, souvent la facilité d'accès et de disposer des ressources peut être aussi un petit peu un frein si on est livré à soi-même. Et donc le tuteur, l'accompagnant permet de mettre je dirais, de border le chemin sur la préparation pour accéder au contenu, pour conseiller dans l'ordre, pour répondre aussi aux questions diverses sur les points à travailler de l'apprenant. Et puis, aussi sur les oraux blancs pour des mises en situation. Oui, c'est ça,
C'est vraiment ça l'intérêt de suivre une préparation au concours. Être J'ai vu vraiment passer dans une posture d'apprenant. Ouais, voilà, exactement. J'ai vu passer une question là, sur le prix, combien ça peut coûter une préparation au concours. Euh, alors, vous allez trouver tous les prix, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'offre elle est assez large. Vous allez trouver tous les prix. Vous allez trouver des cours d'IFSI en accès libre gratuit sur Internet, notamment sur le site infirmier.com par exemple. Vous allez trouver des accompagnements en présentiel à partir de, je dirais, 200 ou 300 euros. Vous allez avoir des préparations qui sont beaucoup plus chères aussi. Tout dépend de la qualité de l'organisme de formation qui dispense la préparation. Tout dépend de savoir s'il y a un accompagnement par un tuteur ou s'il n'y a pas d'accompagnement par un tuteur. Vous allez trouver un éventail de prix assez large. Pour information, nous, chez Medi Formation, on propose des préparations donc entièrement à distance, avec une partie qui est constituée de modules e-learning et une partie accompagnement par un tuteur, que ce soit par téléphone ou en visioconférence. Et nous, on propose notre préparation à 720 euros TTC. Voilà. Mais vous allez avoir des préparations qui seront plus accessibles et qui seront moins chères. Ça dépend de, de votre budget, évidemment. Ça dépend aussi, je vous dis, faites attention de la réputation de l'organisme qui va vous proposer la préparation. Parce qu'on est aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation de pénurie en matière de profession infirmière. Donc il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans la profession infirmière. Et évidemment, il y a un marché donc pour tout ce qui peut être en préparation au concours. Donc vous allez trouver des organismes sérieux, comme les nôtres. Vous allez trouver des organismes moins sérieux. On va prendre les autres questions plutôt dans la phase, dans le temps que tout à l'heure. Je vais passer à la diapo suivante. La diapo suivante, c'est le financement de la formation. Donc, vous avez plusieurs dispositifs de financement pour la formation en IFSI. Je rappelle, la formation en IFSI, c'est une formation qui dure quand même 3 années si vous passez par le parcours classique, 2 années si vous passez par le parcours spécifique. La première formation, c'est en tant que demandeuse d'emploi. Vous avez un financement par France Travail, qui est anciennement Pôle emploi, ou par certains conseils régionaux. Alors, il est toujours difficile de connaître tous les dispositifs de financement de la formation professionnelle en France, puisqu'il en existe une pléthore. Il existe des dispositifs de financement différents selon les régions, parfois selon les départements, parfois selon les secteurs. Au niveau de la région, je sais qu'il existe des financements pour toutes les professions qui sont dites en crise, et c'est le cas de la formation de la profession d'infirmier. Donc là, vous avez un travail de recherche à effectuer pour trouver un financement. Pourquoi je parle du financement en tant que demandeuse d'emploi? Je pense que ce n'est pas la situation de la majorité des personnes qui assistent au webinaire, mais je vais y revenir tout à l'heure, et vous allez voir pourquoi. La solution la plus simple, hein, c'est le financement par son employeur. C'est la plus confortable. Votre employeur va prendre en charge les frais pédagogiques, va maintenir votre salaire pendant toute la durée de la formation et généralement va vous assurer un poste en tant qu'infirmier à votre sortie, hein. Parce que c'est aussi l'intérêt de votre employeur, du fait de la difficulté de recrutement des infirmiers, que de financer votre formation pour avoir un infirmier en sortie de formation, un infirmier qui exerce déjà dans son établissement, donc qui connaît déjà, dont il est satisfait, etc., etc., etc. Là, le conseil le plus important, c'est de vous rapprocher de votre cadre, de vous rapprocher aussi du service formation de votre établissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un ancien responsable de formation dans un hôpital à Paris. Là aussi, il y a une sélection qui est faite par votre employeur, hein, parce que pour un employeur, une formation enfin, financer une formation pour un aide-soignant pour devenir infirmier, ça coûte en frais pédagogiques pour les 3 ans à peu près 20 000 euros. Et ça coûte aussi le coût du remplaçant par rapport à quelqu'un qui va partir pendant 2 ou 3 ans en formation. Donc c'est une dépense non négligeable. Il y a beaucoup de demandes. Moi, je me rappelle qu'on avait tous les ans plus du double de demandes par rapport aux formations qu'on finançait. Généralement, on avait entre 12 ou 15 demandes et on finançait tous les ans 5 ou 6 formations. Oui.
Donc là aussi, vous avez une sélection qui est effectuée par votre employeur. Mais je répète, hein, pour moi, c'est la solution la plus confortable. Si vous vous rapprochez de votre cadre, si vous avez globalement des bonnes évaluations par votre cadre, vous avez une chance que votre établissement accepte de vous financer la formation. Vous avez aussi un autre dispositif de financement qui s'appelle le projet de transition professionnelle, le PTP. C'est un organisme qui s'appelle Transition Pro qui finance la formation. Là, vous n'avez pas besoin de l'accord de votre employeur. Votre employeur peut simplement, s'il le souhaite, reporter la date de départ en formation. Généralement, les employeurs ne le font pas, hein, puisque ce n'est pas leur intérêt de vous mettre des bâtons dans les roues. Et de toute manière, vous allez partir pendant 3 ans pour suivre la formation. Donc, généralement, ça se passe bien avec votre employeur, mais il n'a pas besoin de donner son accord. Par contre, là, j'attire votre attention sur un point. Par le biais du projet de transition professionnelle, vous n'avez qu'un financement partiel. Le financement est complet parce que c'est un financement à la fois au niveau des frais pédagogiques et des salaires, c'est-à-dire qu'il va vous assurer des revenus pendant votre départ en formation, mais c'est qu'un financement partiel, ce n'est pas un financement total. À un moment ou d'autre de la formation, vous allez vous retrouver sans financement. Je vous en parle d'expérience parce qu'il est arrivé, moi, que des personnes qui avaient choisi le projet de transition professionnelle reviennent après 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans en nous disant, ben voilà, j'ai plus de financement de transition pro, j'ai encore 1 ou 2 années à effectuer, j'ai plus de revenus et je dois payer l'année de formation. Pour certains, on a accepté de combler la différence. Pour d'autres, on a refusé. Mais là, j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est que vous pouvez vous retrouver à un moment ou à un autre de votre formation sans financement. J'insiste sur ce point. Ce qui est aussi proposé par Transition Pro, c'est ce qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Vous savez que normalement, quand vous démissionnez d'un poste, vous n'avez pas le droit à France Travail, Pôle emploi, vous n'avez pas le droit au financement de formation, vous n'avez pas le droit au chômage. Ils ont créé ce dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui justement vous permet, même si vous démissionnez de votre poste, de pouvoir prétendre à un financement en tant que demandeur ou demandeuse d'emploi par France Travail. Donc c'est un financement total pour le coup, hein. Mais moi je mets quand même en garde les gens qui s'apprêtent à partir sur ce dispositif. Une démission, ça reste une démission. Voilà. Et ensuite, vous avez le financement par le compte personnel de formation, le fameux CPF, dont on a vu dernièrement qu'il était passé dans la loi de financement de la sécurité sociale un reste à charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire financer la totalité d'une formation par le CPF. La personne qui utilise son CPF devra obligatoirement financer 10% de la formation. Là, vous avez besoin d'un accord de votre employeur pour poursuivre la formation sur votre temps de travail. Par définition, quand vous utilisez votre CPF, vous partez en formation en dehors de votre temps de travail. Là, la formation, elle dure 2 ou 3 ans, donc évidemment, elle ne peut pas s'effectuer entièrement en dehors de votre temps de travail. Donc, il faut avoir l'accord de votre employeur. Et je mets aussi un avertissement sur ce point. Vous savez que le solde de votre compte CPF est limité. Il est limité à 5 000 € pour les salariés du privé et à 8 000 € pour les agents du public. Par rapport à une formation dont les coûts peuvent être différents, ça va dépendre. Notamment les IFSI publics, généralement, sont peu chers puisqu'il n'y a pas de coûts pédagogiques qui sont rajoutés. Il y a uniquement des coûts de vie universitaire, je dirais, qui sont prises en charge. Donc, ça monte à 300 ou 400 € maximum l'année. Par contre, pour des instituts de formation privés, là, vous allez avoir des prix qui peuvent se monter très haut. Et donc, il faut bien que vous vérifiez que l'école dans laquelle vous allez poursuivre votre formation, la totalité du coût, c'est-à-dire la totalité des 2 ou 3 ans, ne dépasse pas le solde maximum que vous pouvez avoir sur votre CPF. Le conseil que je donne moi, à toutes les personnes qui se renseignent pour un départ en formation, et notamment au niveau du financement, c'est de contacter un service gratuit qui a été mis en place par l'État qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Ce sont des professionnels de la formation professionnelle continue qui vont vous donner un rendez-vous
pour discuter de votre projet professionnel et qui vont surtout vous renseigner dans tous les dispositifs de formation, de financement, pardon, tous les dispositifs de financement auxquels vous pouvez prétendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a tellement que c'est difficile de tous les connaître, surtout que les différents, selon les régions ou les départements. Mais là, vous avez des professionnels dont c'est le métier, qui sont donc au fait de tous les dispositifs de formation qui existent et qui peuvent donc vous accompagner sur ce point et vous dire quel dispositif de financement auquel vous pouvez prétendre. C'est un appel gratuit. Donc là-dessus, là, je vous conseille fortement de vous rapprocher du conseil en évolution professionnelle. Vous avez un site gouvernemental qui existe sur Internet. Vous remplissez un formulaire et puis vous avez tout de suite un rendez-vous qui est fixé avec un conseiller. Et là, au moment du rendez-vous, vous pouvez présenter votre projet professionnel et lui poser les questions que vous avez à lui poser. Alors, on va passer maintenant aux questions. Donc, il y a des questions qui ont été posées sur le chat. Donc, la première question, c'est combien de temps dure la préparation? Alors, je vous l'ai dit, ça va dépendre de l'organisme de formation. Vous allez avoir une offre large de préparation qui vont vous être proposées. La solution qu'on a choisie, nous, chez Midi Formation, c'est de proposer des préparations qui durent 3 à 4 mois. Parce que ça permet un accompagnement vraiment optimal de la part du tuteur. Ça permet aussi de pouvoir être assidu de votre côté au niveau de la préparation, puisque n'oubliez pas que vous travaillez toujours, donc vous allez avoir un nombre d'heures à consacrer au niveau de la préparation, au niveau du travail personnel, qui va être différent selon les cas. Et ça, ça demande quand même un investissement. Donc on étale la préparation sur 3-4 mois. Et évidemment, on conseille de commencer la préparation 3 ou 4 mois avant les dates du concours pour être vraiment dans la lancée, si vous voulez, de la préparation pour passer directement les épreuves du concours. Après, vous allez avoir des temps de préparation différents selon les organismes. Donc, après, j'ai une question. Donc, il y a une personne qui a raté le concours infirmier l'année dernière, notamment qui a trouvé les calculs assez durs. Sa question, c'est est-ce que faire la préparation, ça aide vraiment? Je crois qu'on y a répondu avec Christian tout à l'heure. Nous, on est convaincus de l'aide que peut apporter la préparation, surtout au niveau de l'accompagnement par un tuteur. J'insiste là-dessus. Vous allez avoir un tuteur qui va vous être dédié tout au long de la préparation, du début jusqu'à la fin, et qui va vous, bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, qui va vous alerter sur les points à travailler, qui va identifier avec vous les points que vous maîtrisez, qui va vous alerter sur les points à travailler et qui va surtout vous exercer, que ce soit pour l'épreuve écrite ou pour l'épreuve orale, et vous allez arriver le jour du concours avec un exercice qui aura été réalisé, avec un tuteur qui vous aura accompagné, et donc vous aurez, à mon avis, plus de chances de réussir le concours. Se préparer aussi, je rajouterais, c'est aussi un engagement, hein, puisque c'est aussi donc il y a le dispositif que propose Medi-Formation, mais c'est aussi un travail personnel. Généralement, il est conseillé de pouvoir à peu près y consacrer 1 heure par jour. Alors c'est apprenant dépendant, hein, mais en moyenne, voilà, entre une demi-heure et 1 heure par jour de travail personnel. Quelqu'un qui s'y tient toute la semaine, c'est déjà un engagement qui peut vraiment porter ses fruits. Voilà, plutôt que de se dire, bon, je me bloque une demi-après-midi dans la semaine et je me bloque l'équivalent de 5 heures. Il vaut mieux un travail régulier chaque jour, voilà, pour garder le lien aussi avec les ressources en ligne, avec le tuteur, que plutôt faire vraiment un bloc d'une demi-journée dans la semaine. Mais ça, ce sont des recommandations, hein. Après, chaque personne gère son temps comme ça lui convient. Très bien, merci Christian. Question suivante, est-il possible d'utiliser nos comptes CPF pour financer la préparation au concours infirmier? Alors non. Le CPF ne peut être utilisé que pour financer une formation
qui débouche soit sur une qualification professionnelle, soit sur une certification professionnelle, soit sur un diplôme. Il ne peut pas être utilisé pour une formation qui ne débouche pas sur une de ces trois hypothèses. La préparation, c'est une préparation à un concours, c'est-à-dire que c'est déjà sans garantie de réussite, puisque vous avez quand même le concours à passer après, et de toute façon, ça ne délivre pas une compétence, enfin une qualification, une certification professionnelle, et encore moins un diplôme. Donc le CPF ne peut pas être utilisé pour financer la préparation. Ensuite, alors il y a une question que j'ai du mal à comprendre. Aide-soignante en CDI depuis 2010, est-ce que je pourrais participer au concours? Oui. Alors, si vous exercez en France, puisque vous dites que vous êtes sénégalaise, si vous exercez en France, vous remplissez les conditions d'ancienneté qui peuvent vous amener à passer le concours d'entrée en IFSI, que ce soit les conditions du parcours classique, ou si vous avez 3 ans de pratique dans les 5 dernières années, le concours pour pouvoir prétendre au parcours spécifique. Ensuite, une question sur l'accompagnement. L'accompagnement avec tutorat est-il en totalité en entretien téléphonique ou est-il possible de faire la visio? Alors déjà, ça dépend de l'organisme de formation que vous choisissez. Et si c'est un accompagnement qui est fait en présentiel, la question ne se pose pas. Je vous l'ai dit, il y a des organismes de formation, dont nous, qui proposons des préparations uniquement à distance. Et là, la relation avec le tuteur se fait soit par téléphone, soit par visio. Je conseillerais la visio, notamment pour la préparation de l'oral. Ne pas oublier qu'un oral, c'est autant ce qu'on dit que ce qu'on montre. Et qu'il y a pouvoir faire un exercice d'entretien oral en visio, ça permet au tuteur de voir votre posture, de voir la façon dont vous interagissez avec la personne qui est en face de vous. Et donc ça amène à un exercice qui est plus complet qu'un exercice qui se déroulerait par téléphone, où forcément là, vous n'avez pas en face de vous la personne, vous ne la voyez pas. Donc moi, je conseillerais la visio, et évidemment que certains organismes de formation proposent un accompagnement par visio. Alors donc la personne qui posait la question, elle exerce au Sénégal. Alors c'est pas le sujet du webinaire, mais je peux vous donner la réponse. Il n'y a pas d'équivalence en France de diplôme par rapport à des diplômes qui sont hors Union européenne. Donc, vous allez être obligé de repartir, je dirais, de zéro pour pouvoir prétendre à une entrée en IFSI. Là, pour le coup, donc, vous ne pouvez pas passer par le parcours qui est réservé à la formation professionnelle continue pour les aides-soignants, mais vous pouvez tout à fait candidater par l'intermédiaire de Parcoursup pour une entrée en IFSI. Le conseil que je vous donne, c'est de vous renseigner par rapport à l'organisme qui s'occupe des étudiants étrangers qui voudraient poursuivre des études en France ou commencer des études en France, qui s'appelle Campus France. Vous trouverez sur Internet leur site Internet. Contactez-les, exposez-leur votre situation, exposez-leur votre projet professionnel et ils vont vous informer mieux que moi sur le sujet. La préparation concours, elle commence quand et comment s'inscrire? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la durée de la préparation. Je vais prendre l'exemple de Midi Formation parce qu'après, il y a tellement d'exemples différents que ça va être difficile. Nous, donc c'est une préparation de 3 ou 4 mois et on vous conseille de vous inscrire le plus proche possible du passage du concours pour que ça reste, que l'entraînement soit le plus efficace, que ça reste présent dans votre esprit, que tout ce que le tuteur vous a donné comme conseil ou les corrections qu'il a effectuées par rapport aux différents exercices soient bien présentes dans votre tête le jour où vous allez passer le concours. Comment s'inscrire? C'est facile, que ce soit notre organisme de formation ou les autres organismes de formation. Tous ont un site internet sur lequel la procédure d'inscription est décrite. Soit vous avez une inscription directement en ligne avec un paiement en carte bleue, soit vous avez la possibilité de contacter les personnes référentes des organismes de formation et de voir le dossier d'inscription, la procédure d'inscription avec eux. Ok, donc je suis aide-soignante. J'ai suivi la formation infirmière classique durant la troisième année en 2023. Je n'ai pas été diplômé par manque de CTS.
et les stages de rattrapage, mais mon employeur refuse de me financer. Comment puis-je récupérer les ECTS manquants? Alors, là, j'avoue que là, ça dépasse un petit peu mon niveau de connaissance. Christian, est-ce que vous avez une idée pour la Vous pouvez question? relire la question, s'il vous plaît? Donc, c'est une personne qui a suivi la formation classique pendant 3 ans, qui a fini en 2023, mais qui n'a pas été diplômée par manque de CTS. Elle dit qu'elle a des stages de rattrapage, mais que son employeur refuse de financer ses stages. Et donc, comment Ah, elle peut récupérer les CTS manquants? donc, ça présuppose que cette personne est donc dans un processus de promotion professionnelle. Alors, avec beaucoup de précaution dans ma réponse, hein, j'imagine que cette personne, si l'employeur refuse, c'est qu'elle est donc en promotion professionnelle. Ça veut dire que donc elle a la possibilité. Alors déjà, il faudrait voir s'il lui manque des ECTS. C'est est-ce qu'elle a déjà fait le stage de rattrapage? Voilà. Est-ce que c'est le alors tout dépend quel stage. Première question. Donc ça, c'est des modalités pédagogiques à voir avec l'IFSI dont elle dépend. Oui. Et si la question est de rattraper les ECTS et que l'IFSI en donne la possibilité, puisqu'elle est encore finalement en troisième année, mais qu'elle doit rattraper les stages de S5, et que son employeur refuse de prendre en charge financièrement cette période de rattrapage, il me semble qu'il lui appartient à ce moment-là de prendre, je dirais, soit un congé sans solde, soit de mettre une disponibilité. Tout dépend si elle est dans le public ou le privé. Voilà. Une situation qui est assez. Enfin, derrière cette question qui est assez simple, se pose un certain nombre d'éléments Oui. à questionner. Quel stage auprès de l'IFSI? Si c'est un troisième année sur du S5 ou du S6, normalement, oui. Mais ça, c'est l'IFSI qui se positionnera. Et si donc il y a possibilité de stage, maintenant, c'est la prise en charge financière du stage. Si l'employeur refuse, à elle de trouver, de se libérer de son engagement professionnel, soit par un congé sans solde, soit par une mise en disponibilité. Ça, c'est une négociation avec l'employeur. Et dans les deux cas, ça veut dire assumer la part financière, soit de réinscription pour l'année scolaire qui dure par rapport au rattrapage, et sur la période d'absence par rapport au stage à revalider. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si la réponse vous a convenu, mais voilà, c'est une question assez particulière quand même. Euh, le conseil qu'on peut vous donner, mais je pense que vous l'avez déjà fait, c'est de dialoguer avec l'ETSI et de voir avec eux comment vous pouvez faire ces fameux stages de rattrapage. Il y a à la fois l'IFSI, effectivement, et puis l'employeur, pour que si l'employeur refuse de prendre en charge finalement le coût de l'année scolaire à repayer pour le rattrapage et le coût du remplacement agent, euh, quelle négociation il peut y avoir avec l'employeur pour qu'elle soit libérée de son obligation professionnelle? D'accord. On a fait le tour des questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, donc je vais attendre un petit peu, savoir s'il y a des questions supplémentaires qui vont être posées. Ce qui ne m'empêche pas de vous montrer la diapositive de fin. Donc, je vous remercie pour la participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous demander, que ce soit la présentation ou de nous poser toutes les questions que vous pourriez nous poser ou des demandes de renseignements. Pour ça, vous nous écrivez à l'adresse mail suivante, contact@bediformation.com. Donc, vous avez la possibilité de demander la présentation, on vous l'enverra. Et je vous dis, pour toute question, de demande de renseignements, vous nous écrivez un mail et puis on vous répondra dans les meilleurs délais.
Voilà, donc je ne vois pas de questions nouvelles apparaître, donc on va conclure. Christian, merci beaucoup pour votre C'est un plaisir. participation. Merci à vous. Merci Ah, aux participants. alors attendez, il y a une question. J'ai un diplôme non européen, j'exerce en tant qu'aide-soignant. Quelle formule est le mieux pour moi? Alors là, on ne va pas pouvoir répondre à votre place. Je l'ai dit tout à l'heure, le parcours spécifique, c'est-à-dire le parcours qui permet à un aide-soignant de rentrer directement en deuxième année, il est quand même très intense, hein. Il va falloir un travail personnel assez soutenu et ça peut donc être lourd à porter, que ce soit avant l'entrée ou après l'entrée en EFSI. Le parcours Effectivement. classique. Pardon. Non, non, bah, je compléterai un élément après par rapport à. Le parcours classique, il est plus traditionnel. Vous suivez la totalité de la formation qui est dispensée par l'IFSI, c'est-à-dire les 3 années. Donc, il est moins demandeur de travail personnel que le parcours. Mais vous passez 36 mois en formation au lieu de passer seulement 27 mois en formation. Donc ça, c'est par rapport à votre positionnement personnel. C'est aussi en discussion avec les personnes référentes de votre établissement. C'est un dialogue à avoir avec elles pour savoir quel est le meilleur parcours qui peut vous convenir. Christian, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, oui, c'était pour renforcer ce que vous évoquiez, hein, sur le travail personnel. Euh, c'est marqué dans le référentiel, hein, donc, mais sur la formation infirmière, dans le référentiel, donc les personnes pourront retrouver ce que j'évoque. Euh, le- il s'est estimé à peu près en temps de travail à charge de l'étudiant en soins infirmiers à 25 heures par crédit. D'accord. 25 heures de travail personnel, donc pour faire simple, hein, chez soi. Mhm. Voilà, par exemple, la biologie fondamentale, hein, l'UE 2.1, 3 ECTS de mémoire. Donc, 3 fois 25 sur l'ensemble de l'UE serait estimé à peu près à 75 heures, voilà, de travail personnel. Mais c'est une estimation et c'est des chiffres qu'on retrouve dans le référentiel. D'accord. Et une autre valeur un petit peu plus importante, pareil pour les ECTS attribués par le stage. Parce que, effectivement, les stages sont. Les étudiants ont du travail à fournir en stage demandé par le service, mais aussi par les instituts. Le stage D'accord. est extrêmement contributif dans l'apprentissage. Ouais. Donc, voilà ce qu'on pourrait vous répondre. C'est véritablement, ça dépend de votre situation, ça dépend de votre capacité de travail, enfin surtout des disponibilités que vous pouvez avoir à consacrer sur le travail personnel. Et le mieux, je vous dis, c'est d'en discuter dans votre établissement avec votre cadre, voire avec d'autres personnes qui auraient suivi, enfin, qui auraient passé cette voie d'accès en tant qu'aide-soignant pour devenir infirmier, pour avoir aussi le retour, le ressenti, est-ce qu'ils ont eu des difficultés. Voilà, c'est d'en discuter autour de vous et pour ensuite choisir quel est le parcours le mieux adapté. Et puis, un point que vous aviez soulevé, je pense que je voulais revenir dessus pour les participants. Je dirais, il ne faut pas oublier, c'est que dans ce dispositif qui est mis en place, hein, depuis cette année, dans le parcours spécifique, l'étudiant en soins infirmiers qui est du parcours spécifique a également un tuteur, donc un professionnel de terrain qui lui est attribué alors par l'établissement d'origine, à la fois pendant son temps des 3 mois et pendant les 2 ans. Mm. Voilà. En plus d'un formateur référent qui assurera le suivi pédagogique. Donc ça, c'est quand même un dispositif qui est complémentaire parce qu'aujourd'hui, les étudiants en parcours classique ont un référent formateur pendant les 3 ans. Voilà. Ce qui est la même chose pour l'étudiant en parcours spécifique, mais complété d'un infirmier formé au tutorat et volontaire pour cet Mm. accompagnement pendant les 27 mois. C'est juste, c'est très juste. D'ailleurs, une bonne manière de vous déclarer candidat dans votre établissement, c'est
essayez de vous renseigner, savoir si l'infirmier en question, l'infirmier tuteur là, pour l'accompagnement des aides-soignants du parcours spécifique, a été déjà désigné ou pas, et vous rapprocher de cette personne, tout simplement. Très bien, donc il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on va conclure. Donc s'il y avait quelques messages à retenir de ce webinaire, c'est déjà que ce fameux parcours spécifique, il existe et il va être effectif à partir de la rentrée 2024. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de candidats au fur des années. L'autre information, c'est de retenir, c'est que ça demande quand même une préparation, une anticipation même, je dirais, avant de se lancer véritablement dans le parcours. Ça demande de se rapprocher fortement des personnes référentes de son employeur, de son établissement, et ça demande un investissement personnel quand même assez lourd. Voilà, c'est les quelques messages importants à retenir de ce webinaire, ce serait ceci, à mon avis. Donc, on vous remercie pour votre participation et on va vous souhaiter une bonne soirée. Et à bientôt peut-être, parce qu'on va, je pense, refaire des webinaires dans le futur sur d'autres sujets. Et on va vous inviter, comme vous avez été invité, pour participer à celui-là. Merci beaucoup. Merci. Christian, Bonne merci. soirée à tous. Merci.